Sébastien La Nuit est un roman d'amour intemporel, on va dire, avec des personnages qui ont dépassé la soixantaine. D'où vient cette inspiration? Est-ce que c'est basé sur des faits réels? Oui, non, l'inspiration vient tout simplement d'une relecture de La femme de 30 ans de Balzac. Et je me suis dit, la femme de 30 ans de l'époque de Balzac, la Restauration, c'est la femme de 60 ans aujourd'hui. À partir de ce moment-là, donc, elle est accessible à une passion amoureuse comme à 20 ans. Alors j'ai voulu traiter cette ambiguïté d'une frénésie, d'une euphorie dans une aventure amoureuse, clandestine, illégitime, puisque les deux protagonistes sont mariés, comme à 20 ans, mais avec cette différence qu'on a, en même temps qu'on vit la passion, on a le recul qui fait qu'on s'auto-analyse. Et ça donne quelque chose d'un peu particulier. Nous allons parler d'une vie de Koff, une autobiographie, qui commence par une enfance qui peut-être en manque d'amour. D'abord oui, forcément, puisque j'ai perdu mon père et que j'ai peu vu ma mère qui a été très occupée à reprendre le commerce de mon père, qui n'était pas du tout sa spécialité, la coiffure. Donc effectivement, j'ai été élevé par une grand-mère, ensuite j'ai été brinque-ballé de collège en collège. C'est vrai que j'ai pas eu la chance d'être bichonné, gâté et peut-être aimé. Et après, une vie avec plusieurs vies dans votre vie, en soi. Oui, mais une vie remplie avec des tas d'expériences, j'ai fait des tas de choses et je n'en ai aucun regret parce que un élément de ma vie enrichissait le suivant. Je me suis toujours servi de ce que j'ai appris. Par exemple, ce que j'ai appris avec mon grand-père qui était jardinier, ce que j'ai appris en ayant moi-même un jardin et ce que j'ai appris ensuite dans la restauration, ça m'a quand même servi pour faire des livres de recettes. Donc j'ai toujours utilisé ce que j'apprenais la veille pour essayer d'être utile avec ça le lendemain. Une vie très riche. Une vie passionnante parce que j'ai rencontré des gens merveilleux, j'ai eu un bol, une chance, je souhaite ça à tout le monde. C'est tellement merveilleux de rencontrer des gens qui vous aident sans intérêt, qui sont heureux de vous aider, cette générosité, je trouve ça merveilleux. Moi j'ai eu ça. Voilà. Et alors en parallèle de cette biographie, vous avez toujours des livres de recettes. Ah ben ça c'est un peu plus qu'un livre de recettes, c'est un almanach qui n'est pas dans la tradition des almanachs. Vous savez que les premiers almanachs c'était des almanachs avec des conseils de médecine, ce qu'on appelle les médecines de bonne femme maintenant, qui sont des médecines qui marchaient très bien finalement, médecine avec des plantes, avec des herbes, etc. Et je me suis amusé à refaire un almanach en proposant un menu par jour, parce que souvent on n'a pas l'idée, on dit qu'est-ce qu'on mange ce soir. Ben là on ouvre et on sait. Il y a également pour le week-end un déjeuner, un dîner. Qu'est-ce qu'on fait les repas de fête et des histoires. Des histoires sur par exemple les conserves, des histoires sur le sous-vide, qu'est-ce que c'est, des renseignements sur des produits qu'on utilise tous les jours et qui sont des produits industriels, leur histoire, un peu d'histoire de France, comment les gens mangeaient, qu'est-ce qu'ils avaient. C'est un vrai almanach, un peu fourre-tout, mais les lecteurs trouvent ça rigolo. Petit Lecoeuvre, un dictionnaire qui retrace la chanson française des années 1870 à nos jours. Alors en quelque sorte, puisque c'est 12 ans de travail pour avoir rassemblé toutes les histoires de chansons, tout ce que les artistes me racontent finalement dans les émissions que je peux faire sur les radios ou aux côtés de mon ami Patrick Sébastien dans les années bonheur sur France 2 un samedi soir par mois. Et donc je raconte comment sont nées les chansons. Alors ça va de 1870 avec la première chanson populaire pour moi qui est Le Temps des cerises, chanson de la Commune, et jusqu'à Stromae, Christophe Maé, Benabar, Cali et les autres. Et donc voilà, c'est riche d'enseignements et à partir du moment où vous connaissez l'histoire de la chanson, vous n'écouterez plus la chanson de la même manière. C'est ça qui est intéressant. Chaque fois que vous rencontrez des artistes, vous prenez des notes. Alors j'essaye je parle souvent avec eux bien sûr parce que je fréquente beaucoup d'artistes de par mes émissions et souvent ils me racontent des anecdotes, des petits secrets de fabrication de chansons.
Le soir, quand je rentre vite, je note sur mon petit cahier. Et puis après, c'est un puzzle, c'est un vrai puzzle, parce qu'après, il faut essayer de rassembler celui qui a fait la musique, les paroles, souvent ce ne sont pas les mêmes. Il faut essayer de vexer personne quand on raconte l'histoire de la chanson, parce que c'est compliqué, hein, faut pas, c'est toujours très très difficile, hein, à un moment donné. Hein. Et puis après, il faut l'écrire en remettant tout en lumière, en ne vexant personne et en essayant de raconter quand même des jolies histoires pour le public, parce qu'il aime ça finalement. Mais ce qui est assez curieux, c'est un livre qui rassemble tout le monde, y compris tous les présidents de la République. Parce que je sais que Nicolas Sarkozy adorait ce bouquin parce que il avait ses chansons de son enfance, il écoutait beaucoup de Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Michel Polnareff quand il était enfant. Et puis récemment, François Hollande, le 17 juin, j'ai eu l'occasion de déjeuner avec lui et il m'avait dit que lui, sa chanson préférée, c'est La Belle Histoire de Michel Fugain. C'est un titre qu'il adore. Ça lui rappelle plein de choses de son adolescence. Et il trouvait ce bouquin, il m'avait dit « Ah, c'est formidable parce que c'est quand même patrimonial. » Parce que dans 100 ans de là, on lira encore, on cherchera encore ce livre pour savoir la genèse des chansons et des histoires. Et voilà, ça m'a beaucoup touché. Je vous écris dans le noir, qui est votre nouveau roman. Ce roman se tourne quand même, j'ai l'impression, beaucoup autour de la fatalité des choses qui se répètent contre l'héroïne, qui est Pauline. On peut appeler le destin. Ouais, le destin. Et qu'est-ce qui va faire qu'elle va s'en sortir ou qu'elle ne va pas s'en sortir? Bien sûr que le destin joue un rôle considérable dans la vie, puisque le destin va la remettre dans la même situation qu'il avait conduite au meurtre, 11 ans plus tôt. Donc toute la question du livre, c'est de se dire, est-ce que je vais dire la vérité à cet homme sur moi? Et si je lui dis la vérité, il va sûrement me rejeter. Et s'il me rejette, est-ce que je vais le tuer comme j'ai tué le premier? Donc c'est toute la question. Et c'est toute son angoisse. Et en réalité, ce que le destin lui offre, c'est la possibilité de montrer qu'elle avait bien dit la vérité à son procès 11 ans plus tôt, puisqu'elle avait toujours dit « j'ai voulu me suicider devant Félix ». Et les coups sont partis parce qu'il a essayé de m'en empêcher. Et ce qu'elle fait 11 ans plus tard, c'est que quand elle dit à cet homme, à ce second homme la vérité, et que cet homme la rejette de la même façon que Félix, quasiment avec les mêmes mots, elle ne le tue pas et elle se tue elle. Donc c'est comme si le destin lui permettait de faire la preuve que ce qu'elle avait dit 11 ans plus tôt était la vérité, qui n'est pas la vérité de Clouseau. Pauline, c'est quand même une héroïne un peu torturée qui... Ah oui. Totalement, c'est une jeune femme torturée parce que c'est une jeune femme qui, me semble-t-il, et c'est là-dessus que je travaillais, qui est dans cette espèce de recherche d'amour à fou dans sa vie. C'est une grande amoureuse qui ne rencontre jamais l'amour et qui est dans une époque qui est extrêmement terrible, qui est juste l'après-guerre. Et bien qu'on vienne de donner le droit de vote aux femmes, ça a fait que cette société s'est aussi rigidifiée, virilisée, et qu'elle est devenue une espèce d'emblème de la jeune femme indépendante qu'il fallait absolument briser. Donc oui, c'est une femme qui a souffert toute sa vie, qui ne fut pas longue. Dire du mal, c'est la médisance, dire du mal. Est-ce que c'est une déformation professionnelle? Non, c'était une réflexion personnelle qui est née évidemment de mon expérience de journaliste, mais aussi de mon passage à l'Élysée auprès du président de la République, donc d'avoir vu l'envers du décor. On sait que les Français, c'est un peuple de râleurs, mais je trouve qu'avec l'amplification médiatique, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les tweets, les blogs, les chaînes d'information continue, il y a une amplification de cet état d'esprit qui fait qu'on aboutit à notamment des titres de magazines extrêmement violents. On a traité de voyou le président Sarkozy. Les épithètes sur le président Hollande sont quand même pas particulièrement élégants. Ensuite, il y a une sorte d'état d'esprit qui fait qu'on est contre tout, on est négatif. Alors que dès que vous voyagez un petit peu dans les pays notamment anglo-saxons, il y a un enthousiasme, il y a un plaisir, il y a une envie. Et ce que j'essaie de dire, c'est qu'à force de dire du mal de tout, on dit du mal de soi-même. Donc on renvoie une très mauvaise image de nous. Donc là, j'essaie de dire aussi qu'il y a une deuxième France. Il y a une France du partage qui est moins parisienne, d'ailleurs, qui est beaucoup plus étalée sur le territoire français, qui fait beaucoup de choses. Le monde associatif est très actif. Moi, je m'honore d'avoir créé le Téléthon et c'est un signe de solidarité formidable.
Donc c'est de dire, cessons de dire du mal tout le temps. Bon, on ne va pas enlever le caractère du râleur français, hein, gaulois, mais cessons de dire du mal tout le temps, essayons d'être plus dans l'énergie, dans l'envie, dans la compréhension avant de juger. Avant d'avoir des jugements à l'emporte-pièce, essayons de comprendre ce qui se passe. Donc vous décrivez vraiment des traits du français. Oui, c'était très modestement, vous savez, j'en suis pas à être comme la Bruyère à écrire les caractères des Français, mais j'essaie quand même de peindre et de faire ça rapidement. C'est un petit livre, de peindre le caractère des Français d'aujourd'hui. Notre nouveau livre, donc, qui est Mortel phare du livre. Donc la phare du livre de Brive, quand même, en scène de crime, ça fait froid dans le dos. Hein. Ça fait froid dans le dos, mais je trouve que le lieu s'y prête vraiment, puisqu'il y a quand même beaucoup de passages, il y a beaucoup d'auteurs, et donc ça fait des années que je fais la foire du livre, et je me suis dit que quand même il faudrait qu'il se passe quelque chose d'un petit peu plus croustillant. Donc j'ai repris les personnages habituels de mes romans, et en particulier le fameux commissaire Rondeau, et donc je l'ai mis dans la foire du livre. Alors il n'est pas sur le stand, puisque le commissaire Rondeau, il est dans le carré VIP en train de boire du champagne à longueur de journée, évidemment. Mais son équipe est sur les stands et donc il y a quelques meurtres d'auteurs régionaux. Voilà. Et donc, après plusieurs verres de champagne, est-ce qu'on doit se méfier en se baladant entre les stands? Alors, les visiteurs ne risquent rien. En revanche, les auteurs devraient se méfier un petit peu, parce qu'effectivement, il y a quelqu'un qui rôde et qui n'est pas très gentil, pas très sympathique.